on vient de Paris quand même pour ici. C'est les racines africaines, c'est la tradition africaine. Et puis l'hospitalité sénégalaise, je crois qu'elle traverse les frontières. Voilà, donc que Sarko soit venu ici pour narguer les Africains en disant que l'Afrique n'était pas allée loin dans les développements, n'avait rien apporté. Je crois que là, c'est une erreur, c'est une offense que nous, on ne l'a pas acceptée au niveau de la diaspora africaine, de voir des choses comme ça. Mais bon, on est là pour le sommet de la francophonie. On espère que le Sénégal, qui va prendre les flambeaux après la République démocratique du Congo, oui, qui n'est démocratique que de nom, je pense que le Sénégal fera beaucoup mieux que la RDC, parce que le président Macky Sall, c'est un président légitime. Donc nous, on vient pour apporter notre soutien par rapport à un président qui a été élu légitimement, et en même temps voir que la francophonie puisse travailler différemment. Donc on tient à ce que le flambeau qu'on va donner au Sénégal pendant les 2 ans, que ça soit vraiment une francophonie qui touche au peuple, qui touche au peuple francophone. Pas seulement au niveau des bureaucrates, parce que la bureaucratie francophone, il y en a marre. Il y en a marre, comme diraient les autres là. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Mais je suis très content d'être en terre africaine. Et Bandia, votre safari? Alors les safaris, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Quand on est à Paris, on nous dit non, mais rentrez en Afrique là-bas, vous allez voir les animaux et tout ça, etc. etc. Mais c'est quand on voit les animaux en vrai. On voit la girafe, on voit les antilopes, on voit il y a même mon confrère Roger qui a failli caresser l'Autriche, etc., etc. Mais on se sent vraiment africain. C'est autre chose. Il n'y a pas photo, il n'y a pas quelque chose à dire. Donc on se sent chez nous, on se sent accueilli, on se sent dans une hospitalité légendaire, mais en même temps on découvre qu'à quelques kilomètres, à 50 kilomètres de la capitale, on peut trouver une réserve où on peut voir les animaux en vrai. Je crois que ça c'est quelque chose d'essentiel, d'important, et il faut dire aussi que les repas étaient quand même copieux dans cette on a même vu un singe qui nous a toisé en venant piquer un pain, donc il est habitué à... Oui, ça c'est tout ça qui fait la beauté de cette visite, hein, et puis le travailleur, rien à dire, ils étaient très corrects, très serviables, très... en tout cas, jusqu'ici, nous sommes dans un sans faute. Alors on va voir, hein, peut-être que dans les heures qui viennent, mon langage va changer, mais jusque-là, c'est cool. C'est cool. Les Lagros, vous avez entendu les Lagros? Non, peut-être il y a mon confrère qui a entendu, mais moi je suis plutôt impressionné par toute ce sel qui est retiré du lac, et je pense que ça profite quand même aux populations. L'objectif, c'est que les populations sénégalaises puissent bénéficier et vivre de leurs ressources. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que les ressources sénégalaises soient d'abord au bénéfice du peuple sénégalais avant que ça puisse enrichir, c'est pas les multinationaux et tout ça, mais que les Sénégalais puissent véritablement manger du sel, acheter du sel à un prix très bas, et que le sel ne soit pas un produit de luxe pour les Sénégalais. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. De rien. C'est votre première venue à Dakar? Oui, et je suis ravi d'être ici. D'abord, pourquoi ravi? D'abord, je viens fouler le sol les ancêtres de mes enfants, parce que j'ai épousé une moitié sénégalaise il y a une trentaine d'années. M'a donné des beaux enfants, la famille So. Donc je suis ici, en réalité, à la fois sur deux fronts. Voilà, à la fois revenir sur les terres des ancêtres de ma belle famille, et deuxièmement, fouler les sols de la grande démocratie africaine. L'exemple même de la démocratie, on a vu lors des dernières élections comment
Sénégalais s'est comporté d'une grande maturité en termes de la démocratie. Une maturité qu'on a vue aussi quand Abdoulaye Wade voulait modifier la Constitution. Les émeutes qu'il y a eu, on croyait que ça allait s'arrêter là. Et il tâche d'huile vers Burkina Faso. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, quitter ça de notre regard d'observateur. Cet aspect qui s'est passé aujourd'hui à Ouagadougou, c'est grâce, bien entendu, à Dakar. Les Dakarois, ce qu'on peut dire, ont fait un travail extraordinaire qu'aujourd'hui, nous voulons avoir cet écho dans 5 pays qui veulent modifier la Constitution, qui ont la velléité de modifier la Constitution, comme la RDC, le Congo-Brazzaville, le Burundi, le Rwanda. Et bon, aujourd'hui, notre ami, le président Boni Yayi a dit non. Il a fait un pas en arrière. Oui. C'est grâce, bien entendu, à ce travail qu'on montre à tout le monde que voilà, le printemps africain arrive, si on peut dire ainsi. Donc les 5 pays qui ont ces velléités d'aller vers la modification de la Constitution doivent, bien entendu, se tenir à carreau. Voilà, pour se tenir à carreau, la RDC a retiré une proposition de loi où on devait modifier la Constitution au niveau de l'Assemblée nationale. Pour vous donner une idée, le fait de Ouagadougou. Les effets de Ouagadougou, donc c'est quand même extraordinaire. Mais est-ce que par exemple, on parle de francophonie, la francophonie des peuples, la francophonie politique qui doit exercer un certain regard sur ces dirigeants-là, sur ces dirigeants qui ont ces velléités-là de toucher à leur constitution? Mais moi, ce que je déplore, notre ami le président Abdou Diouf a passé 12 ans à la tête de la francophonie. Qu'a-t-il fait? Il n'a absolument rien fait du tout. Il a par contre protégé ses dictateurs, protégé tous ces gros mammouths dictateurs, mange-crate quand il mange dans la bassine, qui avaient la velléité de modifier la Constitution. Si on regarde les socles qui régissent en fait la francophonie, on peut se référer aux chartes qui a été votées au Mali. Bamako. À Bamako, vous vous rappelez, qui disait que nous devions avoir en Afrique une nouvelle gouvernance. Ça c'est pas nous. C'est une charte de la francophonie qui l'exige. Contre la corruption, contre des guerres, contre la prise de pouvoir par la force, les coups de force des militaires. Tout cela, quand on voit ce qui se passe en Afrique, on s'est dit que voilà, le Abdou Diouf a failli à ses missions. OIF a failli à sa mission régalienne, bien entendu, de ramener tout le monde vers ce consensus qui devait être le vrai consensus pour que le peuple puisse se retrouver. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est des rencontres entre grands copains, qui se passent des affaires, qui se disent voilà, soit tu mangeras aujourd'hui, moi je mangerai demain. Voilà, c'est une grosse bassine où ces gens-là, ces dirigeants-là se retrouvent. Alors vous avez fait le safari, vous êtes venu au Lac Rose, vous venez pour la première fois au Sénégal. Quel est votre point de vue par rapport à ce safari et par rapport à cette vue-là? Alors je commencerai par rapport au Sénégal déjà. À Dakar, on voit il y a l'émergence, l'évolution d'une ville. La transformation d'une ville, la démographie, là on n'en parle pas. Les Sénégalais avec la loi islamique en ayant, enfin pas la loi islamique, la tradition, parce que c'est un pays laïque quand même, la tradition qui dit qu'on peut avoir 4 femmes, dont la démographie est galopante. Alors de là aussi on voit de nouvelles constructions, on voit l'urbanisation, on voit également bien entendu la société, la nouvelle société, ce qu'on appelle la classe moyenne qui se positionne. Donc tout cela, c'est quelque chose de bien pour l'avenir de l'Afrique. Donc on ne doit plus tromper ces Africains-là. Parce que quand on a une classe moyenne, la classe moyenne doit faire des revendications. Cette classe moyenne doit dire aussi aux dirigeants, faites attention, nous sommes là, nous devions aussi préserver notre classe moyenne. Donc voilà, en étant ici, j'ai vu que l'Afrique va vers son évolution. Tenir compte d'une seule chose, quand il y a les 3 rapports qui sont sortis en France, le rapport Védrine, les rapports Bockel, les rapports
Attali, vous savez, le conseiller de Mitterrand, Chirac aussi, et aussi Hollande aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit clairement les choses que l'Afrique, c'est l'avenir de la France. Donc, en disant cela, avec le 5,6%, la croissance africaine, l'Europe tourne aux alentours de 0,9% de croissance. On peut se dire que oui, nous sommes fiers d'être africains, nous sommes fiers d'être ici. Et en étant ici, nous disons à ces jeunes-là qui prennent leur bateau de pirogue pour traverser, aller mourir dans des eaux, pour aller en Europe, il n'y a plus grand-chose. Donc j'attire l'attention de ces jeunes qui vont là-bas, de rester ici, de persévérer et d'apporter, surtout au niveau d'artisanat qu'on voit ici, sinon au niveau, bien entendu, la vision, la vraie vision universitaire, hein, c'est-à-dire qu'avec l'université Cheikh Anta Diop, c'est là où on a la matière, on voit la matière qui sort là, on n'a plus besoin d'envier les universités européennes. Voilà ce que je peux dire. Alors en venant ici, je vois le lac Rose, ça m'inspire quoi? Ça m'inspire aussi, il y a ce côté artisanal qui se met en place, où on peut traiter le sel avec l'iode, hein, la transformation de cela, ça donne un emploi aux gens et ça leur donne aussi la possibilité d'apporter tous les soirs un pain à la maison. L'espoir. L'espoir, voilà ce que j'ai dit, un pain à la maison, donc l'espoir. Merci beaucoup. Merci à vous.